Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle invitée. Elle est animatrice journaliste, elle est maman et mannequin international. On va découvrir son parcours inspirant. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Claire Lang. Bonjour Mickaël. Bienvenue sur Col Roulé. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'accepter de venir sur notre plateau. On a voulu ce podcast pour mettre en lumière des parcours inspirants à ton image. Et aujourd'hui, on échange un petit peu les rôles puisque c'est un peu ton métier au départ. Ah, c'est complètement l'arroseur arrosé là. Voilà. Et donc, on va, si tu l'acceptes, un peu revenir sur ton parcours de vie, où tu as grandi. Okay. Les gens, le public connaissent peut-être pas qui est Claire Lang. Dans la Claire Lang, je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. C'est juste. On apprend à se connaître aussi. Comme dans chaque émission, on essaie de ne pas... Bizarrement, et le public des fois demande, quand il pose des questions notamment en commentaire ou en DM, mais est-ce que vous connaissez les invités? Comment est-ce que vous préparez les émissions? Il y a beaucoup de curiosité. Je confirme, il n'y a aucune préparation. Exactement. On est complètement dans la spontanéité. En roue libre, en freestyle. Parce que c'est aussi ce qu'on veut, et on veut laisser aussi le côté spontané même au public, qui va découvrir en même temps que l'intervieweur, un petit peu entre guillemets. Voilà, donc on va s'intéresser un petit peu à toi. Où tu as grandi, Claire Lang? Alors, Claire Lang, elle a grandi en province, dans une petite ville que les gens ne connaîtront sûrement pas, qui s'appelle l'Hôpital. C'est le nom de la ville, l'Hôpital. C'est le nom de la ville. Tu es née à l'Hôpital. Voilà, donc je disais souvent, je suis née à l'Hôpital. Oui, bien sûr, comme tout le monde, mais donc tu es née où? Je suis née vraiment à l'Hôpital. Donc dans le 57, à côté de Metz, à 45 minutes de Metz. Voilà, une petite ville où il y a plus sans doute de vaches que d'habitants. Et donc j'ai grandi là-bas où je suis restée jusqu'à mes 18 ans, où j'ai fait des études dans une école franco-allemande puisqu'on est frontalier avec l'Allemagne. Et oui. Et je suis montée à la capitale, comme on dit, à mes 18 ans. C'était la première fois que... J'ai toujours rêvé de venir à Paris et c'était la première fois que j'arrivais à Paris, donc bac en poche. C'était le deal? C'était le deal. On n'avait pas le droit de partir sans le bac ni le permis. Donc, une fois que j'ai eu le bac et le permis, j'ai eu enfin l'accord des parents. Et donc, j'arrive à Paris sans connaître même Paris, puisque c'était la première fois où je mettais les pieds à Paris. C'est quoi 18 ans dans c'est un village, je suppose, l'Hôpital? C'est un village. Il n'y a qu'une rue. Donc, on a une boulangerie. C'est la rue de... c'est la rue du centre. La rue du centre. Ouais. On a une boulangerie, on a un tabac, on a un petit café. C'est la France. Et ça se passe comme ça. Et toujours aujourd'hui. Voilà. Et tes parents sont restés là-bas? Mes parents sont restés là-bas, toute ma famille est là-bas. Je suis Donc tu retournes à l'hôpital des fois? Je retourne à l'hôpital des fois, pas assez suivant mes parents, mais oui, je retourne, j'ai toute ma famille là-bas. Mais ça fait du bien en même temps quand on y retourne. C'est vrai que cette agitation parisienne, quand on n'est pas... parisien de base, c'est vrai que Paris c'est une ville qui est quand même assez énergivore et d'ailleurs souvent quand je rencontre des gens ils me disent au bout de quelques secondes mais toi t'es pas parisienne. Ah, ils comprennent? Ouais, il doit y avoir quelque chose quand même. Il y a un côté solaire, il y a un côté pur peut-être. Je sais pas, en tout cas il n'y a pas un côté parisienne a priori. C'est la Provence, mais est-ce que c'est pas aussi ce qui t'a permis toi, et on le verra dans ton arrivée à Paris, mais peut-être d'arriver avec une force que les Parisiens n'ont pas, qui sont toujours grandis à Paris et... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais beaucoup d'envie, une forme de candeur, beaucoup de naïveté aussi, mais des rêves plein les yeux. J'avais envie de faire plein de choses. J'ai fait plein de choses. Et c'est vrai que ça a été neuf quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, je suis arrivée chercher un appartement, je n'y connaissais rien du tout. Je visitais donc un coup dans le 12e, un coup dans le 11e, un coup dans le 9e. Je visitais comme ça des appartements un peu de façon aléatoire, sans même connaître les arrondissements de Paris. Et donc, j'ai atterri dans un petit appartement qui était tout petit, tout mignon, qui était à Saint-Germain. Et quand je suis arrivée à Saint-Germain, je me suis dit, oh, c'est sympa ici. Mignon comme le quartier. Mignon, on va venir ici. C'est bien. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, ton arrivée à 18 ans, les parents, voilà. C'est quoi l'éducation à la maison? Éducation cool, parents très sympas qui m'ont voilà, il fallait avoir le bac et le permis, mais qui m'ont dit en fait tu suis tes rêves. Mon rêve de l'époque c'était donc de devenir comédienne et actrice. Donc je débarque à Paris en me disant je vais faire les cours Florent. Voilà. La désillusion? La désillusion, oui, parce que on a l'impression que tout est possible. Et en fait, on comprend vite que non, il y a de la concurrence, que c'est compliqué. Et j'arrive à Paris, je ne connais personne.
Je n'ai pas un ami, je n'ai pas une amie, je n'ai pas de famille, je suis seule avec moi-même. Aucun repère. Aucun repère. Donc je commence les cours et puis très rapidement, je vais à un dîner, je me fais des amis, puis je vais à un dîner et il y a un garçon qui est mannequin. À ce dîner, il est avec un photographe. On peut donner des noms ? On a le droit de donner des noms ? Tout est possible. Ouais. Okay. Un photographe qui s'appelle donc Gilad Sasporta, un photographe israélien qui marche très bien, qui était très connu dans son pays et qui commençait à faire pas mal de magazines intéressants, du Vogue, des magazines prestigieux. Et il me dit, tu sais que tu devrais faire de la photo. Et je lui dis, ah bon, tu crois ? Mais alors, c'est-à-dire, c'est même pas une idée ça m'avait même pas traversé l'esprit. Moi, j'aimais jouer. J'aimais jouer au théâtre. Ouais, je jouais au théâtre depuis que j'étais toute petite et j'avais fait des petits courts-métrages, j'avais eu des petits prix. J'adorais ça depuis toute petite, devant mon miroir, jouer dans ma chambre. C'est un truc que j'ai toujours adoré. Et donc, il me dit, tu devrais faire de la photo. Si tu veux, je te fais un petit test, comme ça qu'on dit, un test. Et on voit ce que ça donne. On s'amuse, on passe la journée à shooter ensemble. Et à la fin de cet après-midi, merci, au revoir, on verra ce que ça donne, tiens, voilà tes photos. Et il ne me dit pas qu'il envoie mes photos en fait, à une agence qui s'appelle IMG, donc une agence américaine qui à l'époque qui est encore aujourd'hui, mais une des plus grosses agences de mannequins. Il te le dit pas. Il me dit pas, il envoie les photos. Mais bienveillant. Bienveillant parce qu'il se dit je veux peut-être pas la décevoir, donc on va voir. Et il envoie ses photos. Et quelques jours après, très rapidement, le truc se passe très très vite. Ça fait quelques mois que je suis à peine à Paris, moins de 6 mois. Il envoie les photos, il me dit écoute, ils ont adoré ton profil chez IMG, ils veulent te rencontrer. Et donc j'ai une espèce de naïveté à mes 18 ans qui est folle, puisqu'on me donne rendez-vous à un endroit, j'y vais. J'ai même pas cette intelligence, parce que c'est un manque d'intelligence à l'époque, un manque de curiosité, de me dire attends, va voir quand même ce que c'est IMG. Je vois une agence, mais je me dis bon, c'est pas ton monde. C'est pas mon monde, j'y vais. J'arrive, une table de réunion de 10 personnes, et puis un contrat sur la table. Et en arrivant, je comprends qu'il est en train de se passer un truc important et décisif dans ma vie. Je vois au mur toutes les photos des tops de l'époque placardées, donc de Kate Moss à Gisèle Bündchen. Enfin, elles étaient toutes là-bas dans cette agence. Et on me propose ce contrat et on me dit, voilà, on te propose de signer avec nous IMG World. Donc, tu vas voyager dans le monde entier. Tu vas être en partenaire avec nos agences qui sont aussi à New York, etc., etc. Prends le temps, prends le contrat et parle-en à tes parents. Et rappelle-nous si ça t'intéresse. Fort. Donc l'aventure commence comme ça. Donc là, tu as toujours 18 ans ? J'ai 18 ans. Toujours. Bon, c'est le début. J'ai 18 ans. C'est le début du chemin. Ouais. Donc, comédienne, tu mets quoi ? Tu me lèves un peu de côté ? Je mets complètement l'histoire de côté. Je fais mes cours un petit peu, puis en même temps, je commence à signer, je commence à faire des castings à Paris. Ça va très, très vite. Et ça marche pas du tout comme prévu pour moi. Mais comme souvent dans ma vie, souvent c'est pas au premier essai que ça le fait. Mais d'ailleurs, j'ai vu un truc assez drôle passer une vidéo le jour qui disait c'est comme un enfant qui tomberait je sais pas combien de fois avant d'essayer de marcher, et puis tu lui dis bon allez, t'as pas réussi à te lever, c'est pas pour toi. Mais en fait, ça n'existe pas. Bien sûr. C'est-à-dire que le nom fait partie de l'histoire. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'histoire. C'est évident. Et c'est surtout une période où tu n'es pas encore maman. Je suis pas encore maman. T'es célibataire à ce moment-là. T'as pas d'attache. J'ai pas d'attache. Enfin, j'ai un petit copain à l'époque. Mais bon, ça vaut pas le coup de IMG, le petit copain. Oui. Non. Donc, on commence les castings et en fait, l'histoire ne se passe pas du tout comme prévu. Alors, ils ont misé sur moi et en fait, je commence les castings et je me prends que des noms. Avec IMG. Ok. Donc je fais des castings dans Paris, je cours dans Paris toute la journée avec le book à la main, j'arrive, il y a des queues, il y a 40 filles qui font la queue, on attend parfois pendant des heures pour arriver devant 4 personnes sur une table qui prennent ton book, ils font comme ça.
Et ils font « Next !» Et ça, c'est véridique. Ouais. C'est terrible parce que moi, j'ai grandi avec l'amour de mes parents qui m'ont dit « T'es merveilleuse, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, t'es la plus drôle. Papa, si tu m'écoutes, c'est pour toi. » Et en fait, j'arrive et il y a une espèce de claque énorme parce que t'es en concurrence avec toutes les agences internationales les plus prestigieuses du monde. T'as Elite en face, t'as Viva, t'as Women, enfin, t'as toutes ces agences très connues. Et les femmes ont toutes quelque chose, c'est-à-dire qu'elles sont toutes là pour une raison, elles ont toutes une beauté, elles ont toutes une particularité. On est en quelle année là 2009 On est en 2009, ouais, on doit être en 2009. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici ? Parfois, tu attends 2 heures avec un mec qui te dit next et puis merci, au revoir. Et donc, je me dis, bah, finalement, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, c'est pas pour moi. Et on est à une époque où la mode, c'est les visages assez anguleux, c'est la mode de la russe, c'est la mode de la fille de l'Est, potentiellement de la brésilienne, enfin on cherche de l'exotisme. La parisienne à Paris ne travaille pas. Ah ouais. La française n'a pas sa place. C'est fou. Parce qu'en fait, c'est des effets de mode, hein, comme la mode du slim, la mode du pantalon large, la mode de la taille haute, c'est des effets de mode. Et donc, ils me disent au bout de quelques mois, bah, écoute, on a essayé, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas à Paris. On veut t'envoyer dans d'autres pays pour essayer. Et donc là, j'ai 18 ans et demi et ils me disent, voilà, il y a une agence partenaire qui veut te développer, parce qu'on parle comme ça des jeunes filles qui commencent le mannequinat, c'est un développement. Donc le développement, ça, en fait, ça fait toucher toute la globalité du métier. C'est-à-dire le défilé, les tests photos, l'e-shop, le showroom. C'est-à-dire ça te fait essayer parce que mannequin, ça veut tout et rien dire. Tu peux être mannequin photo, tu peux être mannequin défilé, tu peux... oui, tu peux être mannequin tout. Donc en fait, ils te développent. Donc là, à ce moment-là, je pars à Tokyo, seule. Encore une fois, pas de famille. Encore une fois, pas de famille. Encore une fois, pas d'amis. Et là, Tokyo, c'est... incroyable. C'est un choc des cultures pas possible parce que, bah, encore une fois, tu viens d'un petit village, tu as 18 ans et c'est une culture très particulière, la culture du Japon. C'est des gens qui bossent 20 heures par jour. Tu découvres un monde à part, ils dorment dans des petites capsules, dans la rue. Déjà à l'époque. Tu as les appartements, ils sont minuscules. Enfin, tout est particulier en fait dans la mentalité. C'est-à-dire, tu passes des castings, le mec en face, il va te dire oui. T'en as un autre qui arrive derrière qui va te dire non, finalement, c'est non. Je dis ah bon, mais c'est bizarre parce que l'autre il m'a dit oui. Ah oui, mais non, mais c'est non. Parce qu'en fait, ils ne te disent jamais un non frontal. Ah oui. Donc en fait, tu découvres une culture que tu comprends pas, que tu connais pas. Et là, le Japon, c'est un carton. Ça se passe super bien. Parce que quoi, c'est une beauté qui recherche C'est une beauté qui recherche, c'est une beauté qui plaît à cet endroit-là. Je suis blonde, j'ai des grands yeux, ça fait un peu manga, c'est l'époque des mangas, ils adorent. Et là, enfin, je fais 2 jobs par jour, je commence à 8h, je finis à 23h, tous les jours. Je cours de plateau en plateau, de défilé en défilé. Je gagne très vite, très bien ma vie aussi. Ce qui est incroyable à cet âge-là. J'impose aussi des conditions parce que j'arrive dans pour la petite anecdote, parce que c'est quand même intéressant, pour celles qui connaissent pas l'univers du mannequinat, pour des jeunes filles qui voudraient faire ça, c'est un métier quand même qui est très dur, parce qu'en fait, on imagine un métier de strass, de paillettes, mais c'est un métier qui est éreintant physiquement, qui est moralement très difficile, parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de... t'es tout le temps mis en concurrence. Donc, au niveau de la confiance en toi, c'est compliqué. C'est un métier où tu es contrôlé, c'est-à-dire que tu te réveilles un jour, tu as un bouton, bah oui, on a un bouton, on est humaine. Tu te réveilles un jour, bah, tu as pris 1 kilo, puis là, tu as tes règles, et puis là, Et en fait, tout ça, ça n'existe pas parce que tu es payé pour représenter un truc qui est la beauté, une image, et en fait, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et quand j'arrive à Tokyo... on m'envoie dans un appartement de mannequin, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Ils t'envoient dans un appartement de mannequin. Je me retrouve dans un appartement de mannequin avec 3 nanas, des filles de l'Est.
Et j'avais travaillé toute la journée. À l'atterrissage, ils m'ont dit t'es booké sur un job, on y va direct. Ok, donc t'as voyagé, t'as pas pris de douche, Ouais. t'as voyagé toute la nuit, machin, et t'arrives, ils te disent en fait, tu vas aller tourner tout de suite, quoi. Et j'arrive le soir dans cet appartement que je partageais avec, qui devait faire, je sais pas, 50 mètres carrés avec 3 autres mannequins. Et on dormait tous dans une même pièce. Enfin, c'était Limite. pas le grand luxe, quoi. Ouais. C'est là où tu as compris qu'il faut négocier. Ouais, c'est là où je me suis dit, je suis arrivée comme ça dans cet appartement et j'avais pas dîné. Et j'ai dit aux filles, est-ce que je peux vous prendre un yaourt au frigo? Je me souviendrai toujours, elles avaient des yaourts. Et elles me disent, le supermarché est au bout de la rue. Ouais. Donc c'est chacun pour soi. Là, je m'effondre. Ah ouais. Je me dis, on m'a pas dit que la vie elle allait être dure comme ça. On m'a pas prévenu. Le lendemain, j'arrive à l'agence, le lendemain matin, et je leur dis, alors en fait, je vais pas rester. Je vais pas rester parce que je peux pas rester dans ces conditions. Moi, je suis française, j'ai une certaine dignité, je n'accepterai pas tout. Donc, en fait, soit j'ai un petit appartement, je demande pas Versailles, mais soit je vis dans des conditions correctes, soit je m'en vais. Et donc, je me souviendrai toujours, ils me disent « Ok, mais tu as intérêt de bosser ». Et donc, tout commence comme ça. Je récupère un petit appartement, je travaille extrêmement bien. Et en fait, les 3 mois qui devaient être... C'était initialement 3 mois, se transforment en 6 mois. Et donc, je vis 6 mois à Tokyo. Et après, je rentre à Paris. Et puis, je vais vivre 1 an à Tel Aviv. Et puis après, je vis à Athènes. Et puis, etc., etc. Et je fais plein de pays comme ça pendant quelques années. Jusqu'à rentrer à Paris. Et me dire, finalement, je n'ai pas fait ce que je voulais faire dans ma vie. Donc quoi, comédienne? Oui. Et donc, je rentre à Paris et je me dis, je vais reprendre des études. Et je vais me remettre au cours Florent. Rebelote, je me remets au cours Florent. Arrive un espèce de spectacle de fin d'année. Un agent est dans le public. Et puis, à la fin, il me dit, ça m'intéresse. Est-ce que tu veux que je te représente? Je dis, pourquoi pas. Et à ce moment-là, je signe, je passe des castings et je décroche tout de suite un rôle dans une série française. Le nom? Plus belle la vie. Ah, ok. Voilà. Connu. Donc j'ai été Maria la fleuriste dans Plus belle la vie. Ah, d'accord. Où j'ai tourné 150 épisodes. Ah, quand même. Ouais, j'ai un récurrent là-dedans. Et puis finalement, j'arrête parce que c'est une super école et parce que c'est génial pour apprendre, mais je suis loin de ce que je voulais faire à la base. Mais t'es au soleil. Ouais, je suis au soleil. Je suis entre Marseille et Paris. Ouais. C'est mieux que Paris, ouais. C'est moins bien que Tokyo. Ouais. Et donc, je fais des allers-retours comme ça. Et puis, je me dis, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des films d'auteur, j'ai envie de faire des choses où on passe des messages. J'avais pas envie non plus d'être identifiée dans ce personnage trop longtemps. Comment tu t'appelais dans la série? Maria. Maria. Ouais. 150 épisodes, c'est combien de mois de tournage ou d'années de tournage? Ah ça se compte sur... j'ai dû faire 1 an et demi. Ok, mais diffusé pendant plusieurs années, sûrement en rediffusion. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Le personnage a existé dans la télévision des Français plus longtemps que toi. Alors à Paris, bizarrement, Maria n'était pas si visible que ça, mais par contre, je remarquais que quand j'arrivais dans le sud, Maria existait. C'est vrai? Ouais. L'accent ou non, même pas forcément dans la série? Pas d'accent? Non, mais les gens regardent beaucoup dans le sud en fait. Ah ok, oui, parce que c'est un peu leur vitrine. Ouais. Donc voilà, mais encore une fois, je crache pas dans la soupe. Je pars du principe que chaque expérience de vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, t'apprends quelque chose. Oui, et puis contrairement au cinéma d'auteur, la télévision, c'est aussi populaire. Oui, c'est populaire et puis c'est populaire et puis en même temps, tu peux faire plein de choses. À l'époque, t'étais un peu plus dans des cases. C'est-à-dire que les Français sont quand même très cases. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et c'est ça que j'aime dans ma vie.
C'est pour ça qu'on t'a invité. Mais c'est vrai que les Français, souvent c'est compliqué d'intégrer quand on dit bah alors je suis mannequin et puis je suis journaliste et puis je suis comédienne et puis oui je suis maman aussi puis je suis femme. C'est pas toujours très clair pour les gens. C'est pas très français. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est complètement intégré. En France, ça le devient. C'est-à-dire que tu peux passer du petit écran au grand écran comme plein d'acteurs l'ont fait sur ces dernières années. Beaucoup plus, ça évolue. Mais à l'époque, c'est vrai que tu passes pas facilement d'une série populaire à du cinéma d'auteur. Enfin, moi, ce qui me plaisait, c'était les films à la Maïwenn, Abdelatif Kechiche, enfin des films où tu sors un peu de toi, où il y a des vrais enjeux, quoi, entre guillemets. Et puis il y a un peu plus de sens, que c'est peut-être un peu moins pathos, et c'est peut-être un peu moins... Tu peux retrouver dans ce type de cinéma aussi. Après, je pense que quand tu joues dans une série, justement, parfois c'est tellement... les dialogues sont tellement... je crois que tu peux à peu près tout jouer, hein, mais... Ça vole pas haut. Non, c'est pas ce que je dis, on est sur du quotidien. Voilà, on est sur du quotidien. Et donc, je fais cette série. Et puis finalement, le mannequinat me rattrape, puisque j'avais quand même fidélisé une certaine clientèle. Et puis ça marchait bien. Et puis, c'était le moment où je suis sortie de cette série et j'ai pas réussi à faire le step de passer du petit écran au grand écran, même si j'ai eu des petits rôles dans des séries, etc. C'est pas évident du tout. Beaucoup moins que ça en a l'air. Et puis, on est en quelle année là maintenant ? 2015 ? Non, on est bien après. C'est le moment où je tombe enceinte. Ok, donc c'est quelle année ? 2018. 2017. Ouais. Et est-ce que de Tokyo, 2009, bon, déjà même si on reprend depuis l'arrivée à Paris, de 2009 à 2015, qui va arriver au fait, est-ce qu'à ce moment-là, tu as envie de construire une famille, ou tu te l'interdis et c'est quelque chose que tu n'envisages pas dans ta carrière ou même dans ta vie professionnelle ou, tu vois Moi, je m'interdis jamais rien. Ok. Donc pour toi, c'est possible que si tu tombes sur le bon papa, le bon père de famille, le bon homme, c'est possible de devenir maman, le bonhomme. Je m'interdis rien. Je crois que dans la vie, c'est une multitude de rencontres, de timing, de moments. Et le seul truc que je dirais, c'est que peut-être j'ai pas beaucoup choisi, entre guillemets, dans ma vie, puisqu'en fait, j'ai eu la sensation de souvent être choisie. Être choisie dans mon métier de mannequin, être choisie par l'agent, par le photographe qui m'a démarché, être choisie par les clients. Être choisie par le père de ma fille qui était très décidé à vouloir te séduire. À vouloir me séduire et à vouloir un enfant. Et peut-être que voilà, le bémol serait à cet endroit-là, de me dire que dans cette nouvelle ère de ma vie, j'ai décidé de choisir. Alors, et de ne plus être trop choisie. Alors attends, parce que là on a passé un step d'après. Mais donc à ce moment-là, c'est pas forcément une idée qui vient de toi de tout de suite fonder une famille. C'est l'homme que tu rencontres qui veut absolument un enfant, et pas forcément toi. Ouais. Voilà. Donc c'est pas. T'étais ok. Et t'as pas choisi. J'étais ok, mais j'ai pas choisi. Bon, il est très convaincant. Hein. Il faut lui laisser ça. On était amis depuis très longtemps. Ok. Et puis moi, j'étais pas libre surtout avant. Okay. Et puis j'ai eu une petite peine de cœur, comme on en a tous. Et il t'a consolé. Et il m'a consolé. Il m'a très bien consolé. Donc il n'y a pas de friendzone et il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas d'amitié homme-femme. Non, bah pour la petite anecdote, je pense qu'il a dû m'inviter
une bonne quinzaine de fois à dîner en tête à tête. Et je suis complètement phobique des dates. C'est un truc qui me terrifie. Je déteste ça. Donc là, c'était le prétexte de te consoler. Oui, mais alors du coup, comme je n'acceptais pas la date, il a fini par organiser des soirées avec plein de monde et des trucs et des week-ends et des trucs et des machins. Des dates à 800 pour toi. Parce qu'il m'a dit sinon je vais pas réussir à te voir en fait. Donc je vais organiser des trucs avec du monde. Et il a plutôt bien... Il a réussi. Il a plutôt bien réussi. Et donc, à ce moment-là, un peu par accident, j'ai ma fille. Ok. Ma petite Lou. Oui, d'ailleurs, sur tes profils, tu mets maman de Lou. Ouais. C'est ta bio. Ouais, c'est ma bio parce qu'elle est vraiment... je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais j'ai une enfant qui est assez exceptionnelle, dans le sens où elle est très intelligente, très mature, très drôle. Et puis, de par notre histoire, on a créé une relation très, très particulière. Puisque moi, j'ai quitté le papa de ma fille quand elle avait 6 mois. Ok. Voilà. Et du coup, ça a été un grand changement dans ma vie. C'est quelque chose qui est très, très dur pour une femme de se retrouver seule avec un nouveau-né. Ah bah oui, je pense que c'est complètement sous-estimé et honnêtement ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le sens de la vie à ce moment-là. On est à un moment en plus très particulier puisqu'on est juste avant le Covid. Et c'est là où encore une fois il y a un virage de vie. Il y a un gros virage. Puisqu'en fait, je me retrouve donc avec cette petite fille qui a 6 mois. À l'époque, on n'a pas de très bon rapport avec son papa. Comme souvent dans les séparations, bon, aujourd'hui, on est très amis et je dis toujours qu'on a raté notre relation, mais on a réussi notre séparation. Puisqu'on est devenus très, très amis avec le temps. Mais à l'époque, c'était la guerre. Et donc, je me sépare de lui et puis je dois trouver un appartement. Et en fait, je suis maman célibataire avec un bébé de 6 mois et je suis mannequin. Et j'ai pas de fiche de paye, j'ai des contrats à la journée. J'ai des mois où je gagne très bien ma vie, puis des mois où je gagne quasiment rien. Et en fait, je n'arrive pas à louer d'appartement. Ah oui. Personne ne veut me louer d'appartement. Et confronté à un divorce sans rentrer dans les détails pour pas non plus être impudique et voilà, mais comme toute j'étais maman... pas mariée. J'étais pas mariée. Et puis à ce moment-là, comme je te le dis, on n'est pas en très bons termes, donc voilà. Donc je suis seule avec ma fille à ce moment-là. Je te débrouille. Voilà, je me débrouille et j'ai mon père qui me dit écoute, tu as une maison ici. Si tu veux rentrer, ça sera toujours ta maison. Et si tu veux rester là-bas, tu vas te débrouiller. Donc le papa, il veut quand même que tu reviennes au bercail. Il veut que je revienne au bercail ou alors que j'assume. Nous, on a grandi avec beaucoup d'amour, mais il fallait se battre quand même. Il fallait se battre, il fallait ramener des bonnes notes. On l'a pas dit, mais des frères et sœurs. Ouais, une grande sœur. Une grande sœur qui est notaire de formation et qui a racheté une start-up dans l'immobilier là, qui s'appelle Homeloop. Okay. Qui est sur Paris ou qui est... Ouais, qui est entre Paris et partout. Tu as eu à terme quand même un point de contact familial sur Paris à la fin. Oui, elle fait des allers-retours. Elle reste pas à Paris en fait. Ils ont des bureaux, mais elle fait des allers-retours. Donc j'en étais où J'ai perdu le fil. Papa qui te dit, il n'y a pas de problème ma fille, tu peux venir à la maison. Ouais. Mais sinon, va falloir se battre. Ouais. Et là, je me dis, ok les gars, ok, vous voulez tous la jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'en fait, j'ai pas besoin ni de mon père, ni d'un homme. Donc, je finis par trouver un petit appartement, un petit meublé, le temps d'eux. Puis je commence à visiter des appartements, et personne ne veut me louer d'appartement. Et au bout de, je te dis ça fait 6 mois que je cherche, quoi, 5-6 mois. Et pendant ce temps, tu es où ? Je suis dans un petit meublé, genre type Airbnb. Ok. Et
Et pourquoi je raconte tout ça? Parce que j'aurais aimé, à ce moment-là, rencontrer quelqu'un qui a vécu ce que je suis en train de vivre. Et j'aurais aimé que quelqu'un me dise, en fait, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a dit non 200 fois, mais on va finir par te dire oui. D'ailleurs, moi, le non, je le connais pas. C'est-à-dire que... Est-ce que tu as appris à ne pas le connaître ou déjà à ce moment-là, tu te disais, je ne l'accepte pas le non? Je pense que rapidement, avec le mannequinat, j'ai appris à ne pas accepter le non et à me dire... ou souvent, quand j'ai des demandes, on me dit non. Attendez, je reformule la question. Je crois pas qu'un non soit irrévocable dans une vie. Jamais. Je pense qu'on peut toujours faire changer d'avis son interlocuteur. Il n'y a pas de règle. Et je crois que si on y croit, ça fonctionne. Donc, pas d'appartement. Et puis arrive une annonce. Je tombe sur une annonce qui correspond complètement à ce que je recherche. Un bel appartement qui rentre à peu près dans mon budget, avec du parquet, des moulures. Moi, j'ai eu un truc, j'ai toujours habité sur des places. J'adore les places. J'adore les places parce que je trouve que c'est hyper vivant. La place de l'hôpital, la place du centre. Et que tu vois plein de choses sur les places. Et donc, j'appelle cette nana pour louer l'appartement. Puis elle me dit, vous êtes gentil, mais j'ai eu 50 visites, j'ai 50 dossiers. Puis de toute façon, le propriétaire a déjà donné son accord. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Et là, je lui parle pendant 45 minutes. Et je lui explique qu'en fait, cet appartement est pour moi. Que je suis mère célibataire, que j'ai une petite fille qui a 8 mois et que j'ai besoin que quelqu'un me tende la main. Et elle finit par me raccrocher au nez. Et le lendemain matin, elle m'appelle à 8h et elle me dit, me demandez pas pourquoi, mais je vais vous le montrer, cet appartement. Et je rentre dans l'appartement et j'ai un coup de cœur. Et je lui dis, ok, maintenant, je sortirai pas de cet appartement sans que vous m'ayez signé le bail. Et elle me dit, mais attendez, ça se passe pas comme ça. Il faut que j'en parle au propriétaire. Et puis d'ailleurs, j'avais déjà donné mon accord à quelqu'un. Et je lui dis, écoutez, vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un aujourd'hui, donc faites-le. Ça arrive pas tous les jours dans une vie de changer la vie de quelqu'un. Et elle m'amène dans son agence et elle me signe le bail. Et là, tout commence. Parce qu'en fait, je me dis, en fait, tout est possible. Bien sûr. On peut te dire non, mais ça changera rien. Si tu as décidé, en fait, que c'est oui, ça sera un oui. Et donc, j'emménage dans cet appartement. Donc, la petite Lou, elle a 8 mois. La petite Lou, elle a 8 mois. Et on est en Covid. Le Covid arrive. Et là, j'emménage dans l'appartement et je suis en mode vraiment... j'ai un matelas, même le sol. J'ai pas de télé, j'ai pas de table. J'ai la voisine qui me prête sa table de balcon. Et il faut se remettre dans un contexte où, à l'époque, tout est fermé. En fait, ils sont en train de fermer tous les commerces. Il n'y a plus rien, personne ne bosse. Et toi aussi, tu bosses plus? Je bosse plus. J'attrape le Covid, je pense que je suis patient 0. On est en février. Je suis hyper malade, je passe 3 semaines au lit, j'ai la petite qui a 8 mois, je suis toute seule. Ma mère, mes parents me disent viens à la maison, j'ai très peur de les contaminer. Donc en fait, je n'y vais pas. Ma mère, elle me dit mais tu vas pas rester seule avec la petite, t'inquiète pas, on va mettre des masques et tout. J'ai dit non, je viens pas. À l'époque, on se faisait pas tester, c'était le tout début. Il faut vraiment remettre dans un contexte. Et puis la peur aussi des personnes âgées, les comas. La peur de contaminer des gens qu'on aime, c'est terrible cette époque. Combien de gens ont perdu des gens qu'ils aimaient. Et donc je me dis je vais rester dans cet appartement. Et là Macron annonce la fermeture de tout, des écoles, et je me dis oula, ça va être long, ça va être très très long. Et là je suis avec un matelas même le sol, ma fille de 8 mois, le père de ma fille bloqué à l'étranger parce que les frontières sont fermées, et que je l'avais prévenu qu'il n'était pas rentré, complètement covidé. Un ordinateur avec un partage de connexion, une table de salon de jardin de la voisine qui m'a prêté avec 2 chaises. Et là, je me dis, là, t'as touché le fond de la piscine. Là, je me dis, va vraiment falloir faire quelque chose. Et à ce moment-là?
À ce moment-là, je prends une feuille et un stylo. Et sur cette feuille et ce stylo, j'écris tous mes objectifs. Des objectifs fous, inatteignables. Et je me dis, en fait, t'as pas le choix, tu vas te noter tous tes objectifs et tu vas cocher tes cases les unes après les autres. Et dedans, il y avait des choses, il y avait reprendre des études. Parce que j'avais toujours eu ce complexe de la nana mannequin qui n'avait pas fait d'études, qui peut-être manquait de conversation. Enfin, syndrome de l'imposteur, quoi. La nana qui n'a pas fait d'études et qui se dit comment j'atterris dans des... Donc, reprendre des études, devenir propriétaire, parce que pour moi, c'était la base de ma vie, de devenir propriétaire. Et puis, plein de trucs. Je voulais apprendre un instrument, je voulais apprendre une autre langue. Je voulais... Qu'est-ce que j'avais mis dans ma liste? J'avais mis plein de choses. J'avais des grains de beauté, j'avais peur d'enlever. Plein de trucs, tu sais, que tu remets... Se remarier? Non, c'était pas dans... Mais je me suis jamais mariée. Ah oui, c'est vrai, oui. Je me suis jamais mariée. D'accord, pas mariée, mais quand même un enfant. Oui. Voilà. Et donc, dans la liste, il y avait... Non, c'était une liste assez factuelle. Alors, se marier? Il y avait non plus. C'était une liste assez factuelle sur des choses importantes de la vie. Et donc je me suis dit en fait on va faire cette liste parce que je sais pas combien de temps va durer le Covid et là t'as pas le choix. Et à ce moment-là, je décide de reprendre des études et j'entame un master de journalisme à distance. Et à l'Institut européen du journalisme. Et en fait, il se passe plein de choses. La propriétaire meurt du Covid. Je finis par racheter l'appartement. Et puis ce master de journalisme qui est une reprise d'études avec des jeunes quand même qui ont 20 ans. Et toi, t'en avais? J'en avais 30. Et j'arrive sur les bancs d'école et donc le confinement se termine, enfin c'était semi-confinement, donc on reprend en présentiel, puis j'arrive sur les bancs de l'école avec des jeunes qui ont 20 ans. Et je me dis putain, qu'est-ce que je fous là? Et j'arrive et je me souviendrai toujours ce premier jour, je sors un bloc-notes, une trousse, des stylos. Et puis ils sont tous là comme ça, ils ouvrent tous leur ordi, ils commencent à taper comme ça et tout. Et je me dis oh merde, oh merde, je suis larguée. Je me suis dit, mais comment ce décalage de génération. Qu'est-ce que je fous là? C'est-à-dire qu'en 10 ans, il se passe un monde d'évolution. 10 ans, c'est énorme. Bien sûr. Et voilà, et donc à ce moment-là, c'était très très compliqué. Et je reprends les études et je finis par valider mon master de journalisme. La propriétaire de l'immeuble qui avait tous les appartements meurt donc, du Covid. Donc il y a une succession. Il faut partir. Sauf qu'en fait, je finis par racheter l'appartement. Aux héritiers. Je finis par racheter l'appartement. C'était compliqué pour eux de vendre avec un locataire à l'intérieur, avec une petite fille. Ils n'auraient pas pu me sortir très facilement. Et puis quand tu es locataire, tu as forcément un droit... T'es prioritaire pour être propriétaire. Voilà. Et donc au bout d'un moment, quand ils ont vu que ça bloquait un peu pour les acquéreurs, et puis moi dedans, j'ai eu la chance de encore une fois faire de belles rencontres. C'était la même agent immobilière qui m'avait mis dedans en tant que locataire, qui m'a aidé à l'acheter. Donc une première personne qui t'aide dans la vie ou c'est arrivé quand même avant? J'ai eu beaucoup de femmes. On dit toujours un peu, on parle de cette guéguerre entre les femmes. Mais moi, j'adore les femmes. J'adore les femmes. Pour moi, les femmes, c'est des Wonder Woman. Elles bossent, elles s'occupent de leurs enfants. Elles s'occupent de leur mari. Elles sont femmes, elles sont mères, elles sont chefs d'entreprise. Elles sont plein de choses à la fois. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces femmes, beaucoup de reconnaissance aussi pour toutes ces femmes qui m'ont tendu la main, parce que dans toutes ces épreuves de vie, il y a toujours une femme au coin de la rue qui, à un moment donné, me dit « Bon, je suis là,
Et ça, je trouve que c'est exceptionnel et que ça vient de plus en plus l'entraide entre les femmes. Mais plus naturel. Oui, bien sûr. Et moi, tout au long de mon parcours après dans le journalisme, je vais te raconter, j'ai rencontré des femmes qui ont été des éléments cruciaux dans ma vie, sans qui rien n'aurait été possible. Notamment cet agent immobilier qui a tout fait pour que j'ai cet appartement. Donc tu peux l'acheter. Donc je peux l'acheter. Donc propriétaire à 30 ans. Ouais. 30 ans. Ouais. Donc c'est un step. Ouais. Le cap des 30 ans. C'est un gros step. Donc la banque veut pas me suivre et puis finalement on me dit non encore une fois. Et puis je leur dis mais si, ça va le faire. Et donc j'arrive. T'as déjà des cachets de journalisme ou Ouais, non, j'ai pas de cachet de journalisme, j'ai des cachets de mannequin. Okay. J'ai un peu d'économie. Et puis je l'achète complètement à crédit, c'est-à-dire je mets le minimum de ce que je peux mettre dedans. Et puis la vie s'installe, le mannequinat continue quand même, en parallèle aux études. Donc j'ai des très grosses journées puisqu'en fait je fais mes études, puis à côté je bosse comme mannequin. Et puis le soir, je bosse sur mes cours pour préparer mes partiels. Et donc j'ai des nuits plutôt courtes. Donc c'est quoi cette reprise d'études? C'est quoi? C'est une année d'études? C'est combien d'années d'études? C'est 5 ans. Ah, tu repars pour 5 ans d'études à 30 ans? Ouais. Donc tu viens de terminer il n'y a pas longtemps? Ouais, non, un peu moins. J'ai fait une année partielle, une année passerelle, pardon. Non, 4 ans. Quand même. Ouais. J'ai 29 ans, 29-30 ans quand je commence. Ouais. Ouais, non, c'était pas... Voilà, j'ai beaucoup de chance à ce moment-là aussi parce que je rencontre mon voisin. Qui devient mon amoureux. Ah, d'accord. Et qui me soutient énormément dans la reprise des études, qui me soutient énormément avec ma fille. Encore aujourd'hui? Oui. Qui a été quelqu'un d'extrêmement présent, motivant et qui a été lui aussi un élément crucial dans l'évolution de ma vie. Qui n'est pas du tout ton domaine, même si on rentre pas forcément dans la... Non, pas du tout. Mais qui vient pas de ton monde en tout cas. Pas du tout, il vient de la tech. Ok, rien à voir. Voilà, rien à voir. Et puis rencontre de confinement, de voisinage. Donc toujours pas un date officiel. Toujours pas un date officiel. On fait le tour du pâté de maison. Toujours. Et puis donc, je finis donc mes études. Et je rentre en stagiaire. À 30 et quelques années, 34. Ouais. Je rentre en stagiaire et je suis vraiment en plus bas niveau du truc. Vous pouvez m'apporter un café clair, s'il vous plaît? Complètement. Complètement. C'est-à-dire que je gagne sur le mois, je suis en alternance en fait. Donc je gagne sur le mois à peu près ce que je gagnais sur une journée de shooting. Et donc j'en suis là. Et je suis sur des horaires de bureau, devant un ordinateur toute la journée. Et qui garde la fille? Elle est à l'école. À l'école. Okay. Mais bon, faut quand même, les horaires d'une école, c'est pas une erreur. Ouais, je commence tôt, je finis à 17h. Et puis je m'arrange, je me débrouille. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis aussi. J'ai pas de famille ici, mais du coup, j'ai créé ma famille cœur, qui sont mes amis, que j'ai rencontrés quand je suis arrivée à Paris et qui aujourd'hui, je suis très fidèle en amitié. Toutes mes amies, ça fait 20 ans que je les ai, donc que c'est les mêmes. Et donc j'arrive stagiaire dans le groupe donc, de Bout de Crew qui a Énergie 12, Chérie 25, les chaînes télé, plus les chaînes radio, Nostalgie, Énergie et Chérie. Et je rentre en stagiaire sur Chérie. Et là, encore une fois, je rencontre une femme, Vanessa, qui tout de suite me fait confiance, qui me donne des missions qui n'ont rien à voir avec une mission de stagiaire. Et un jour, il y a une interview internationale. C'est James Blunt. Chanteur. Voilà, qui prépare sa nouvelle tournée européenne et la sortie de son album. Et il y a une femme qui part en congé maternité et ils n'ont personne pour faire cette interview. En anglais? En anglais. Okay. Et moi, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai appris l'anglais comme ça, en fait, sur le tard.
Et elle me regarde, elle me dit, écoute, on a personne. Puis elle me regarde d'un coup, elle me regarde, elle me dit, mais tu veux pas la faire, toi? Et je dis, ok, je la fais. Et je réalise pas trop à ce moment-là ce qui se passe. Et je fais cette interview qui se passe super bien. Full English. Full English. Il parle un peu français, non? Il parle un peu français? Non, très peu. Ok. Et je me retrouve sur le plateau du 7, qui est le plateau des locaux de Boileau, avec toute l'équipe technique, les caméramans. J'ai 30 personnes autour de moi. Et au moment où je monte sur ce plateau, je réalise qu'encore une fois, il se passe quelque chose, quoi. Oui, et puis t'as quand même derrière toi 15 ans de lumière, d'image, de théâtre, de comédie. Tu peux même, à la limite, faire semblant que t'es pas stressé. Enfin, je veux dire, Faire semblant d'être c'est un journaliste, personnage. finalement. T'as compris? Non, mais c'est vrai. Tu peux rentrer dans ce J'ai quand personnage-là. même un petit, Oui. une petite, à un moment donné, juste avant de monter sur le plateau, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Enfin, franchement, qu'est-ce que je fous là? Et donc l'interview se passe super bien. James, oui, je l'appelle James maintenant, m'invite à voir un de ses concerts. Son attaché de presse me contacte, etc. Et puis à la suite de ça, s'ensuit plein d'interviews de personnalités plutôt connues. Pour la même chaîne. Pour la même chaîne, pour Chérie. Ok, ça devient son émission. Ça devient pas mon émission, mais en fait, on a des intervenants sur des sorties littéraires, sur des sorties d'albums, etc. Et donc, je m'occupe de ces interventions et de ces interviews. C'est intéressant. Et je reprends une espèce de rubrique un peu culture. Et je fais toutes les sorties littéraires, Joël Dicker, Guillaume Musso, Marc-Henri Lévy, etc. Et donc, je commence à faire les interviews pour les sorties de livres, pour les grosses tournées, pour tout ce qui est international, Vanessa Paradis, la pièce de théâtre Maman, etc., etc. Et en fait, on est en radio. Donc, en fait, est diffusé 45 secondes de l'interview. Enfin, pour James Blunt, on était en digital. C'était du digital, c'était réseaux sociaux, sites, etc. Mais pour les autres, c'est des événements ponctuels où ça sort en radio. Et je me dis, c'est quand même incroyable d'avoir c'est que des grosses stars. C'est quand même incroyable de ne pas avoir plus de digital là-dedans. Et donc, en fait, je me dis, je vais acheter un trépied, une lumière, et je vais utiliser ces images parce que c'est trop dommage. C'est des belles rencontres, c'est con. Et j'arrive avec mon trépied, ma lumière, et je pose, je dis, ça vous dérange pas si je filme en même temps l'interview? Je dis, non, pas de problème. Et j'enregistre, et je propose à la rédaction de les diffuser sur les pastilles, les réseaux sociaux, etc. Et ils me disent, ah bah c'est une super idée, etc. Donc le truc commence comme ça. Commence à prendre. Ça commence à prendre d'une idée à la con, d'un trépied sur Amazon. Et les invités jouent le jeu des fois de rediffuser, repartager, liker. Complètement. Et donc ça commence comme ça. Et puis ils me disent, ah, t'es rigolote, t'es marrante. Tu veux pas nous écrire des petites pastilles? Et puis en parallèle, je me filme et je fais des espèces de chroniques, des petites pastilles, un peu d'humour avec des news, qui est aussi diffusée sur les réseaux sociaux. Et puis la fin de mon stage arrive et on est au mois d'août et j'ai 0 plan pour septembre. Comme d'habitude, moi, c'est toujours un peu... Chaque année. Mais tu peux partir au soleil. Ouais, c'est un peu dernière minute, quoi. C'est un peu short sur le démarrage. Et arrive début septembre et on me dit, bah, t'es convoqué à la direction du groupe. Et je dis, ok. Et c'est encore une fois une femme. J'avais beaucoup entendu parler d'elle parce qu'elle s'occupe de la direction générale de tout le groupe. Et c'est une femme de poigne qui a une certaine personnalité, un certain caractère. On peut dire son nom, non? Pas forcément. On peut dire son nom, Mariam Sali, Okay. que j'embrasse si elle nous écoute. Et qui, en fait, j'en ai beaucoup entendu parler. Parce que c'est une personnalité forte, parce qu'elle tergiverse pas, et que quand elle aime, elle adore, et que quand elle aime pas, elle fait savoir aussi. Et puis qu'elle a une place énorme dans le groupe, puisque c'est elle qui dirige toutes les chaînes radio, plus les chaînes télé. Et donc j'arrive dans son bureau, et je suis pas hyper rassurée. Et je me dis, j'ai dû faire une connerie avec une des personnalités. Et elle me dit, qui es-tu ?
Et donc, je commence à lui répondre assez basiquement. Elle me dit j'ai entendu parler de toi sur ça, sur James Blunt, sur les pastilles, sur trucs. Et elle me dit, tu voudrais pas faire de la télé? Et en fait, moi, j'étais allée dans le journalisme à la base parce que j'adore la presse écrite. J'adore écrire. Et je voulais justement être loin de l'image. Je voulais qu'on puisse se dire, elle a d'autres choses à raconter que juste être grande et blonde. Et c'était important pour moi justement d'aller dans ce décalage. Et donc quand elle me propose la télé, c'est pas un truc qui m'emballe. Parce que je me dis, en fait, je vais retourner dans un truc d'image. Et elle me propose aussi la radio. Elle me dit, je peux te placer si tu veux sur Énergie. Tu peux faire des petites chroniques culture sur les bons plans parisiens à la matinale. J'adore. Ok. J'adore la radio. C'est un super média. C'est hyper dynamique. Voilà. C'est épuisant. C'est épuisant parce que il faut trouver tout le temps des sujets, il faut coller à l'actu, il faut être en forme. Il faut combler des fois aussi. Je fais ça pendant 1 an. Ça a été une super école, puisqu'en fait, j'étais sur les chroniques Bon Plan Parisiens. Donc là, quoi, toujours chez Evan? Non, t'es sur quoi là? Sur Énergie. Je passe sur Énergie. Je suis sur le 9 midi. Et j'ai 3 chroniques. Énergie nationale? Ouais. Et donc belle radio. Ouais, belle radio. Et j'ai 3 chroniques un peu culture. Voilà, Bon Plan Parisien, les pièces de théâtre à aller voir, les nouveaux restos qui ouvrent, les lieux insolites. Ce qui n'est pas forcément au départ l'identité de la radio aussi, non? C'était récent, ils faisaient déjà ça on est sur une radio quand même assez cool, assez jeune, donc je parle des festivals, je suis quand même sur une chaîne, je suis quand même sur une ligne éditoriale jeune. Je sais que Énergie, on est sur du 15-30 ans, hein, donc je pars pas sur des trucs trop pointus. C'est dans la ligne éditoriale et l'âge. Je suis sur le festival, je suis sur des chroniques cool, je suis sur des péniches, je suis sur ce genre de sujet. C'est génial parce que je suis invitée partout pendant 1 an, j'essaye plein de nouveaux endroits, je partage les nouveaux endroits, mais c'est quand même assez chronophage et c'est assez fatigant parce que tu dois sortir, tu dois coller toujours à l'actualité, tu as le stress de sortir de nouveaux sujets tous les jours. Tu vois, t'as pas de répit. Tous les jours, il faut que tu sortes tes sujets. Donc c'est une super école encore une fois, mais au bout d'1 an, je décide d'arrêter. Tu fais la pleine saison? Ouais, je fais la pleine saison et c'est à ce moment-là, je crois qu'elle me propose la télé. Je crois qu'elle m'avait pas proposé la télé tout de suite, je me souviens plus. En tout cas, les opportunités s'accumulent. Ouais, elle me propose la télé et je passe un casting. Et elle me dit, écoute, il y a plusieurs nanas, évidemment, sur le job. Mais voilà, on aime bien, on veut une girl un peu next door, où le public peut s'identifier, qui est pas hautaine, qui est pas ci, qui est pas ça. On pense que tu peux correspondre et tout. Et elle me dit, c'est une émission... Oh, pardon. Elle me dit, c'est une émission sur les femmes. Elle me dit, tu vas interviewer des femmes avec des parcours incroyables, que ça soit des chefs d'entreprise ou alors des métiers un peu plus atypiques qu'on ne connaît pas, une scaphandrière, la plus grande torréfactrice au monde. Et j'adore le concept. Donc c'est eux qui produisent, c'est eux qui te cherchent les invités ou toi? Ouais. Ok, toi ouais. Tu animes juste. On brainstorm quand même sur les invités. Okay. Mais t'as pas cette charge-là de produire l'émission? Non, pas du tout. Non. Et à ce moment-là, je passe le casting et je lui dis, mais je sais même pas lire un prompteur. Je n'ai jamais fait de télé. Et elle me dit, tu sais lire? Je dis, oui, je sais lire. Elle me dit, du coup, ça devrait aller. Et je passe l'essai de cette émission. On est plusieurs à passer le casting. Et c'est avant l'été. Et au final, on est fin d'été, j'ai toujours pas ma réponse. C'est à ce moment-là. On est fin d'été, j'ai pas la réponse. Et je sais pas ce que je vais faire en septembre. Et on m'appelle, le 5 septembre, pour me dire, c'est bon, t'as été prise, on tourne la semaine prochaine. Disponible? Disponible. J'attendais que. Donc, heureuse de cette nouvelle expérience? Hyper heureuse. J'ai des souvenirs comme ça de chaque nouvelle, le moment où on m'annonce Plus belle la vie, le rôle récurrent, le moment où je signe IMG, le moment où on m'annonce cette émission télé, c'est des moments vraiment de joie pure. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté? Plein.
tout le temps. Je doute tous les jours. Et est-ce que le fait de devenir maman, tu doutais pas un peu pour toi, mais pour elle ou pour... tu vois, est-ce qu'il y a un transfert qui se fait ou ta période de carrière avant d'être maman, elle n'est pas exactement la même dans cette place au doute? Alors évidemment, tu as la jeunesse, tu as l'insouciance et tu penses que tu es invincible et que rien ne peut te résister. Et puis après, tu te prends 2-3 claques de la vie quand même, comme tout le monde. Et puis surtout, t'as pas le droit d'échouer. T'as pas le droit d'échouer pour ta fille. Tu veux qu'elle soit fière de toi, tu veux pouvoir lui offrir les meilleures conditions de vie possibles. Tu le fais plus pour toi en fait. Qu'il y a un oubli de soi-même quand même qui s'installe. Complètement. Il y a un espèce de... Et encore une fois, je pense que ça vient de par notre histoire, qui est quand même une histoire particulière de se séparer avec un nouveau-né aussi petit. C'est-à-dire que moi, ma fille, ça a été et c'est toujours la continuité, je dis toujours la continuité de mon bras. C'est-à-dire que ma fille, je me souviens, je la prenais au casting avec moi en porte-bébé, je la prenais à mes dîners, à mes soirées, parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément les moyens de me payer une nounou, et qu'en fait, je voulais quand même continuer à avoir une vie sociale, je voulais m'en sortir, etc. Donc, tu as plein de moments très difficiles quand tu es mère célibataire. Il y a un espèce d'isolement aussi qui se crée, parce que forcément, en fait... t'as pas les mêmes... ça coûte cher, et puis t'as pas forcément les moyens de te prendre une nounou tout le temps, donc tu te retrouves un peu isolé avec un enfant avec qui tu peux pas partager, qui ne parle pas à ce moment-là, etc. Donc moi, j'ai vraiment créé un espèce de truc avec ma fille qui fait qu'aujourd'hui, on est un binôme. Et je l'ai fait un peu grandir peut-être trop vite parfois. Parce qu'elle a 7 ans aujourd'hui, mais tu lui parles, on dirait qu'elle a 15 ans. Et c'est marrant parce que j'ai eu dans mon émission sur Chérie 25 une invitée. J'ai eu plein d'invités exceptionnels, mais j'ai eu une invitée qui a créé un média, on peut dire les noms, oui, Sybille Lemaire, qui est donc la sœur de Bruno, qui a créé un média en charge de l'éducation des jeunes filles, des jeunes femmes, partant d'un constat assez alarmant de se dire qu'une femme sur 2, aujourd'hui en France de plus de 50 ans, n'est pas autonome financièrement. Et en fait, on se rend compte que le changement commence à l'éducation de nos filles. Et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur en tant que mère célibataire. Peut-être que sans reproche aucun à mes parents, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et ils sont géniaux. Et peut-être qu'aussi la société change. Mais j'aurais aimé, en tant que petite fille, qu'on m'explique des choses qu'on ne m'a pas expliquées, que j'explique aujourd'hui à ma fille. Tu l'as dit à 2 reprises dans l'émission, tu aurais aimé qu'on te conseille ou qu'une personne qui a vécu ça te dise c'est possible, tu vas y arriver. Ouais. Est-ce que toi, tu as pu, déjà à ton jeune âge, puisque voilà, même si c'est pas très poli pour un homme et gentleman de demander l'âge d'une personne, on a compris à peu près quel âge j'avais. Quel âge tu avais. Est-ce que tu as eu l'occasion de pouvoir conseiller des femmes qui vivent ce moment, ou est-ce que tu t'es engagé dans des associations ou des causes où tu pourrais... Non, c'est plutôt un travail du quotidien, on va dire, dans mes rencontres. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres comme ça qui m'ont alertée, notamment sur l'indépendance financière d'une femme de plus de 50 ans. On te dit aussi que les femmes aujourd'hui empruntent 2 fois moins qu'un homme parce qu'elles ont peur, en fait. Elles prennent pas de risque. Elles prennent pas de risque. Mais tout ça, c'est une question d'éducation, en fait. C'est l'éducation de nos petites filles. Ou de la société, même des hommes. Et de la société, et des hommes. Et aujourd'hui, on peut pas être dans une société où une femme est dépendante d'un homme. Ça n'existe pas. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation l'autre jour à dîner avec ma fille. On dînait toutes les deux. Puis on a toujours des conversations très deep, des débats. Et puis on parlait. Et puis je lui dis, mais tu sais maintenant ce que tu veux faire plus tard je suis une maman très cool, mais je suis quand même assez sévère. Voilà, il faut que... L'éducation de l'hôpital qui revient. Non, mais il faut que... je peux tout lui donner, mais il ne faut pas qu'elle soit forcément la meilleure, mais il faut qu'elle essaye de l'être.
J'ai pas de problème avec l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Et j'en ai eu plein. Mais par contre, je veux qu'elle donne le meilleur d'elle-même. À partir du moment où elle a donné le meilleur d'elle-même, je peux pas lui en vouloir. Et donc, j'ai cette discussion avec elle. Et je lui dis, tu sais ce que tu veux faire maintenant, plus tard? Et elle me dit, je sais pas, peut-être vétérinaire, bon, comme toutes les petites filles. Et donc, mon conjoint qui a une entreprise qu'elle aime beaucoup, où elle va souvent, etc. Je sais qu'elle aimait beaucoup faire les réunions avec des mecs en costume cravate comme ça, et puis que c'était des sujets qui l'intéressaient bizarrement. Et je lui dis, mais tu voudrais pas toi aussi avoir une entreprise, être chef d'entreprise? Et là, elle me regarde, elle me dit, bah non, c'est pour les garçons, maman. Alors là, je lui ai mis un tunnel de 45 minutes, la pauvre. Elle n'a pas été tranquille sur la fin de son déjeuner. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'éducation. Mais alors, qui lui a transmis? C'est l'école, là. C'est pas forcément son éducation. Parce que l'éducation, c'est toi. C'est la société. Voilà. Donc, elle est formatée dans un C'est la modèle. société où on dit aux filles qu'il faut jouer au Barbie et qu'il faut s'habiller en rose et les garçons en bleu. Et encore une fois, je suis pas ultra féministe dans mon approche. J'aime bien quand je partage la vie d'un homme, m'occuper de lui cuisiner. J'ai pas de voilà, ça m'excite pas forcément qu'un homme passe l'aspirateur devant moi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il y a quand même un espèce de truc profond à changer. Dans les mentalités. Ouais. Et toi, ta part dans cette humanité de changer les consciences? Est-ce quoi, c'est quoi c'est J'essaye humblement de partager aujourd'hui, par exemple, dans ce podcast ou au quotidien avec des amis qui peuvent elles aussi traverser ce genre de choses, des moments un peu de vide, parce que c'est un néant, en fait. Et dans l'histoire que tu me retranscris, à quel moment tu écris? À quel moment j'écris? Ça arrive. Tu vas écrire. Ça arrive. Ça arrive. Parce que forcément, c'est un peu le cheminement que tu prends dans le parcours que tu me racontes. Ouais, ça arrive. Je sais pas. Ça me plaît beaucoup d'écrire. Après, j'ai plein de projets, puisque là, j'ai 2 autres émissions en cours en ce moment. Le mercato de l'été est passé. Voilà. Tu sais à peu près où tu es cette année. Ouais, jusqu'au mois d'août. Ouais, je sais à peu près. Oui et non, puisque malheureusement, Chérie 25 ferme. Donc, mon émission sur les femmes s'arrête. Donc ça, c'était un peu une tristesse. Enfin, c'est RMC qui reprend, donc peut-être qu'à tout moment, on ne sait pas. Mais est-ce que tu peux pas t'adapter à n'importe quel écran? Chérie 25, c'est une chaîne. Ouais, bien sûr. Ça change pas bien sûr. Ça change pas ce que tu peux apporter dans une autre émission ou sur une autre chaîne. Il y a plein de choses qui m'intéressent aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis au Figaro et sur Forbes. Depuis 1 an pour le Figaro et quelques mois pour Forbes, où j'interviewe des dirigeants. Là, encore une fois, c'est encore une fois une rencontre. Puisque j'ai reçu un message sur LinkedIn qui me disait j'ai vu ton émission sur les femmes, et si tu venais interviewer des hommes et des femmes? Et donc c'est plutôt loin de mon univers à la base, puisque j'ai une formation journaliste généraliste et que j'atterris en rubrique écho au Figaro et que je parle un peu toute la journée de l'IA, de la politique et des crypto-monnaies, des fusions-acquisitions et de tout ça. Mais j'adore sortir de ma zone de confort. Et j'adore me dire qu'en fait, il y a vraiment plusieurs vies dans une vie. Évidemment. Est-ce qu'il y a eu des inspirations ou des modèles qui t'ont un peu donné la force de passer toutes ces étapes de la rue du centre à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui, être sur Forbes et Je pense que, évidemment, mes parents et mon père, qui a un parcours très atypique aussi, qui est entrepreneur et ça n'a pas commencé facilement pour lui non plus, qui m'a toujours éduquée en me disant aide-toi et le ciel t'aidera. C'est une phrase que je répète souvent, que je répète à ma fille.
je crois que dans la vie, rien n'est impossible. Donc une notion d'espérance quand même. Toujours. Qui suit ton optimisme. Toujours. Donc aujourd'hui, tu as cette année, c'est quelque part ces opportunités qui se présentent à toi. C'est quoi tes projets ou tes rêves? Alors, je te disais en début d'émission que j'avais décidé de choisir. Puisque, comme je te l'ai expliqué, on m'a souvent choisi, que ce soit mes métiers, mes carrières, voilà. Et là, sur cette nouvelle rentrée, c'est vraiment la remarque que je me suis faite. Je me suis dit que j'allais choisir. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et voilà, il ne reste plus qu'à les faire. C'est une belle résolution. Si tu, quelque part, hein, c'est un peu une tradition pour le podcast. Oula, j'ai peur. Si tu devais parler à Claire Lang qui quitte la rue du Centre à l'hôpital et qui arrive à Paris, tu lui dirais quoi? Je lui dirais redresse-toi les manches quand même. Bah, c'est émouvant et à la fois un petit peu révélateur de ta personnalité et de ton parcours de vie. Merci Claire de nous avoir un peu laissé ouvrir un peu ton histoire, ton parcours, ce qui a fait que Claire Lang soit devenue la maman solo indépendante, un peu lionne, Wonder Woman, animatrice. On essaye. Mannequin international. On lâche rien. Qui lâche rien. Et puis voilà, pendant cette petite ère d'émission, j'espère qu'on n'a pas été trop impudique mais curieux et pouvoir aussi offrir des modèles d'exemple et d'inspiration. Je suis là surtout pour partager une expérience parce que la vie, elle est compliquée, elle est pas toujours jolie, même si souvent elle est jolie. Et surtout pour donner un message d'espoir à toutes ces femmes qui peuvent traverser des épreuves difficiles, à toutes ces mères célibataires, à toutes les femmes aussi qui tendent la main aux autres femmes. J'ai envie de leur dire merci, j'ai envie de leur dire bravo et j'ai envie de leur dire on y croit, on est forte. Merci pour cette note d'optimisme et d'espoir et à très bientôt sur Col Roulé. Merci. Merci de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Spotify, YouTube, Instagram. Abonnez-vous, likez, c'est hyper important pour l'algorithme et à très bientôt sur Col Roulé.